Audiolib présente Le quatrième mur de Sorge Chalandon, lu par Féodor Atkine. À Valentine, qui me demande si elle aura le droit d'emmener son doudou au ciel. Le prologue. Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille, et se dresser seule en face du monde, seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Jean Anouilh, Antigone 1942. Chapitre 1. Tripoli, nord du Liban, jeudi 27 octobre 1983. Je suis tombé. Je me suis relevé. Je suis entré dans le garage, titubant entre les gravats. Les flammes, la fumée, la poussière. Je recrachais le plâtre qui me brûlait la gorge. J'ai fermé les yeux, les mains sur les oreilles. J'ai heurté un muret, glissé sur des câbles. La moitié du plafond avait été arrachée par l'explosion. Le ciment en feu frappait tout autour avec un bruit de clac. Derrière une carcasse de voiture, un trou, une crevasse de guerre, un bitume ouvert en pétales jusqu'à son cœur de sable. Je me suis jeté dans les éclats comme on trébuche, corps chiffon, le ventre en décombre. Je tremblais. Jamais je n'avais tremblé comme ça. Ma jambe droite voulait s'enfuir, me quitter, une sauterelle apeurée dans les herbes d'été. Je l'ai plaquée à deux mains sur le sol. Elle saignait, ma jambe folle. Je n'avais rien senti. Je croyais que la blessure et le blessé ne faisaient qu'un, qu'au moment de l'impact, la douleur hurlait son message, mais c'est le sang qui m'a annoncé la mauvaise nouvelle. Ni le choc, ni le mal, seulement mon jus poisseux. Mon pantalon était déchiré. Il fumait. Ma jambe élançait comme une rage de dents. Ma chemise était collée de sueur. J'avais pris mon sac, mais laissé ma veste dans la voiture de Marouane, mes papiers, mon argent, tout ce qui me restait. Je ne pensais pas qu'un char d'assaut pouvait ouvrir le feu sur un taxi. « Sors de là, Georges !» Nous roulions le long de la côte. Le soleil se levait derrière les collines. Juste après le virage, un tank syrien couleur sable, embusqué, immense. Il nous barrait la route. Mon Druse a juré. Il a freiné brusquement. Je dormais, j'ai sursauté. Il a paniqué, fait marche arrière sur le talus qui surplombait la mer. La carapace s'est réveillée. Presque rien. Un souffle. Le métal du canon qui pivote. « Mets-toi à couvert, putain !» J'ai plongé la main vers la banquette arrière, pris mon sac, cherché ma veste, mon passeport sans quitter la mort des yeux, et puis j'ai renoncé. La gueule d'acier nous faisait face, vacarme dans ma tête. Il va pas tirer. Il peut pas tirer sur un taxi. Un losange rouge et un rond jaune étaient peints sur la tourelle, figure familière de tableau d'écolier, et aussi 3 chiffres arabes au pochoir blanc. Marouane traversait la route courbée en deux. Il marchait vers l'abri à un garage fracassé. Les murs étaient criblés d'éclats, noirs de suie. J'ai ouvert ma portière, couru, bouche ouverte vers la ruine béante. « Quand les obus tombent, ouvre la bouche », m'avait dit mon ami la première fois. « Si tu ne décompresses pas, tes tympans explosent. » Lorsque je suis entré dans le garage, il ressortait en courant. « J'ai laissé les clés sur le tableau de bord. » Les clés. La phrase était absurde. Le canon nous suivait, moi qui entrais, lui qui sortait. Il hésitait entre nos épouvantes. Le coup est parti alors que je posais le pied sur l'ombre. Je
Je suis tombé comme on meurt, sur le ventre, front écrasé, nuque plaquée au sol par une gifle de feu. Dedans et dehors, les pieds sur le talus, les mains sur le ciment. Mon corps était sidéré. Une lumière poudrée déchirait le béton. Je me suis relevé. La fumée, lourde, la poussière grise. Je suffoquais. J'avais du sable en gorge, la lèvre ouverte, mes cheveux fumaient. J'étais aveugle. Des paillettes argent lacéraient mes paupières. L'obus avait frappé. Il n'avait pas encore parlé. La foudre, après l'éclair, un acier déchiré, odeur de poudre, d'huile chaude, de métal brûlé. Je me suis jeté dans la fosse au moment du fracas. Mon ventre entier est remonté dans ma gorge. J'ai vomi, un flot de bile et des morceaux de moi. J'ai hurlé ma peur, poings fermés, oreilles sanglantes, recouverts par la terre salée et l'ombre grasse. Le blindé faisait mouvement. Il grinçait vers le garage. Je ne le voyais pas, j'entendais sa force. Le canon hésitait. Droite, gauche, mécanique enrouée. L'étui d'obus avait été éjecté. Choc du métal creux en écho sur la route. Silence. C'est un T-55 soviétique, un vieux pépère. J'ai sursauté. Voix de rocaille, mauvais anglais. Un homme âgé était couché sur le dos dans le trou à côté de moi dans la pénombre. Je ne l'avais pas remarqué. Baisse la tête, il va remettre ça. Keffier, barbe blanche, cigarette entre deux doigts, il fumait. Malgré le char, le danger, la fin de notre monde, il fumait, bouche entr'ouverte, laissant le nuage paisible errer sur ses lèvres. C'est confortable. Il a désigné mon ventre d'un geste. J'écrasais son arme, crosse contre ma cuisse et chargeur enfoncé dans mon torse. Je m'étais jeté sur un fusil d'assaut pour échapper à un obus. Je n'ai pas bougé. Il a hoché la tête en souriant. Dehors, le blindé s'est mis en mouvement, hurlement de moteur malmené. « Il recule », a soufflé le vieil homme. L'ombre du tank avait laissé place à la lumière de l'aube et aux herbes calcinées. Il reculait encore. J'ai attendu le rire des mouettes pour respirer. Je me suis soulevé sur un coude, bouche ouverte. J'ai cherché Marouane dans le tumulte, puis dans le silence. J'ai espéré que mon ami revienne, agitant ses clés de voiture au-dessus de sa tête en riant, chantant qu'il était fou d'être retourné à son taxi, fou surtout de m'avoir suivi dans cette histoire idiote. Il allait me prendre dans ses bras de frère en bénissant le ciel de nous avoir épargnés. J'ai espéré longtemps. Dehors, des hommes tiraient à l'arme légère. Des cris, des ordres, un vacarme guerrier. Une longue rafale de mitrailleuses. J'ai roulé sur le côté. Ma jambe saignait par giclée brutale. Le Palestinien a enlevé ma ceinture sans précaution et m'a fait un garrot à hauteur de la cuisse. J'étais couché sur le dos. La douleur s'invitait à coups de masse. Il a installé une couverture sous ma tête, me levant légèrement contre le rebord du trou. Alors j'ai vu Marouane. Ses jambes dépassaient en travers de la route. Il était retombé sur le dos, vêtements arrachés par l'explosion, sanglant et nu. Le char toussait toujours, plus haut. La plainte du vent était revenue, le souffle de la mer. Le vieux Palestinien s'est retourné sur le flanc, coude à terre et la joue dans la main. Il m'a observé. J'ai secoué la tête. Non, je ne pleurais pas. Je n'avais plus de larmes. Il m'a dit qu'il fallait en garder un peu pour la vie, que j'avais droit à la peur, à la colère, à la tristesse. Je me suis assis lourdement. J'ai repoussé son arme du pied. Il s'est approché, lui et moi, dans le trou. Accroché à sa boutonnière de poche un insigne émaillé du Fatah. Il a pris mon menton délicatement. Je me suis laissé faire. Il a tourné mon visage vers la lumière du jour et puis il s'est penché. Sous sa moustache usée, il avait les lèvres ouvertes. J'ai cru qu'il allait m'embrasser. Il m'a observé. Il cherchait quelque chose de moi. Il est devenu grave. « Tu as croisé la mort, mais tu n'as pas tué. » a murmuré le vieil homme. Je crois qu'il était soulagé. Il a allumé une cigarette, s'est assis sur ses talons. Puis il s'est tu, regardant la lumière fragile du dehors.
et je n'ai pas osé lui dire qu'il se trompait. Chapitre 2. Samuel Akounis. Pendant des mois, je n'ai pas su que Sam était juif. Il était grec et ne prétendait rien d'autre. Souvent pourtant, les copains et moi nous sommes posés des questions. Il était étranger, plus vieux que nous, différent en tout. Je me souviens d'un jour d'avril 1974, marchant vers le palais de la Mutualité à Paris. Nous occupions la rue. À cause de son souffle court, Sam suivait sur le trottoir. Il était tendu, visage clos. À nos cris « Palestine vaincra », il répondait « Palestine vivra », sans que je m'interroge sur la différence qu'il faisait entre vaincre et vivre. Je portais un pot de peinture verte. Derrière, des camarades transportaient le blanc, le rouge et le noir. 2 heures avant une réunion sioniste, nous allions peindre un drapeau palestinien devant l'entrée du bâtiment. « Ce n'est pas le jour pour pavoiser », avait protesté Sam. La veille, jeudi 11 avril 1974, 3 membres du Front de libération de la Palestine avaient attaqué la ville de Kiryat Shmona, en Galilée. Ils voulaient s'en prendre à une école, mais elle était fermée pour Pessah. Alors ils sont entrés dans un immeuble au hasard, assassinant 18 personnes dont 9 enfants, avant de s'infliger la mort. On pourrait repousser notre action, non ? Avait suggéré Sam. De notre groupe, il était le seul opposé à cette peinture de guerre. Nous avions mis sa proposition au vote. D'un côté, lui tout seul, de l'autre, ceux qui estimaient que cette tuerie ne changeait rien à la douleur de la Palestine. C'est le prix de la lutte, a même prétendu l'un de nous. 9 enfants ? A demandé Sam. Il s'était levé, imposant, tranquille. Depuis 3 mois qu'il était réfugié en France, jamais je ne l'avais entendu durcir la voix, fermer les poings ou froncer les sourcils. Quand nous nous battions, il refusait de s'encombrer d'une barre de fer. Il disait qu'une bouteille incendiaire n'était pas un argument. Sam était grand, cabossé et musclé, à la fois taillé comme un olivier fourbu. Parfois les gens le prenaient pour un flic. Ses cheveux courts et gris au milieu de nos crinières de gauche, sa veste de tweed frottée à nos blousons, sa manière de dévisager un lieu, de scruter un regard. Sa façon de ne jamais reculer. Ou alors, lentement, en marche arrière, défiant l'adversaire glacé par son sourire. Nous redoutions tout à la fois la police, la droite extrême ou l'embuscade sioniste, mais lui ne craignait rien de ces coups-là. Après avoir connu la dictature, la bataille d'Athènes et la prison, il disait que nos combats étaient un genre d'opérette. Il ne jugeait pas notre engagement. Il affirmait simplement qu'au matin, personne ne manquerait à l'appel, qu'aucun corps mort ne resterait jamais derrière nous. Il disait que notre colère était un slogan, notre blessure un hématome, et notre sang versé tenait dans un mouchoir de poche. Il redoutait les certitudes, pas les convictions. Un jour, au carrefour, il m'a empêché de crier CRS-SS avec les autres. Comme ça, main posée sur mon bras, ses yeux noirs dans les miens. Nous étions piégés par les gaz. Entre 2 formidables quintes de toux, il m'a demandé si je connaissais Aloïs Brunner. Je l'ai regardé sans comprendre, effrayé par son calme. Aloïs Brunner ? Oui, bien sûr, le criminel de guerre nazi. Les lacrymogènes avaient une odeur de soufre. Nos pierres gâchaient le ciel, les cris, les matraques écrasées en cadence contre les boucliers. Nous étions sur le trottoir, lui, moi. Il a arraché ma barre de fer et l'a jetée dans le caniveau. Il a baissé son foulard et m'a poussé devant lui. Je me suis débattu violemment. « T'es dingue !» Il m'emmenait vers le cordon de police, comme un inspecteur en civil traîne sa proie vers le quart des interpellés.
Montre-moi Brunner, Georges. Vas-y. Nous étions face au cordon de CRS, seuls, au milieu de la rue, tandis que nos camarades refluaient tout autour. Les policiers s'apprêtaient à la charge. Un officier remontait les rangs en hurlant au regroupement. « C'est lequel, Brunner? Dis-moi. » Sam ne me lâchait pas. Du doigt, il désignait un par un les hommes casqués. « Celui-là? Celui-là? Où se cache ce salaud? » Et puis il m'a libéré. Les policiers attaquaient en hurlant. Il a ouvert une porte d'immeuble et m'a poussé à l'intérieur. Je pleurais, je tremblais du manque d'air, et lui suffoquait. Derrière la porte close, la rue se battait. Hurlements, plaintes, fracas des lacrymogènes. J'étais assis sous les boîtes aux lettres, adossé à la porte d'entrée. Sam s'est accroupi à ma hauteur, main posée contre le mur à la recherche d'un souffle. Il a baissé mon foulard du doigt. Aloïs Brunner n'était pas là, Georges. Ni aucun autre SS. Ni leur chien, ni leur fouet. Alors ne balance plus jamais ce genre de conneries, d'accord? J'étais d'accord. Un peu. Ce n'était pas facile. J'aurais pu répondre qu'un slogan était une image, un gros trait, un brouillon de pensée, mais je n'en ai eu ni l'envie ni le courage. Je savais qu'il avait raison. Protège l'intelligence, s'il te plaît, a dit Sam. Et puis il m'a aidé à me relever. À Athènes, il chantait pain, éducation, liberté. Le plus beau mot d'ordre jamais pétri par la colère des hommes, disait-il. Et c'est lui, le résistant grec, qui contestait l'idée du drapeau palestinien. Il a répété que barbouiller un coin de rue le lendemain d'un massacre était une faute. Il était plus tendu qu'à l'habitude. Il allait d'un regard à l'autre pour tenter de convaincre. Il avait du mal à respirer, perdait son français, mélangeait notre langue à la sienne, retrouvait les accents de l'exil. Je crois que ce jour-là, c'est le juif qui parlait en secret, l'homme qui voulait vivre et non vaincre. Au moment de voter, il a levé la main. Sa main, seule, et toutes nos mains ensuite pour lui tordre le bras. Il avait perdu. Je me souviens d'avoir bêtement applaudi. Tous les copains, filles et garçons, réjouis comme au cirque, non pour saluer la mort de 9 enfants, mais pour proclamer notre détermination. Aucun d'entre vous n'a jamais été en danger, a répondu Sam. Mon ami grec baissait les yeux. Il aurait pu quitter la salle, mais ce n'était pas son habitude. Jamais il n'aurait claqué une porte amie. Simplement, il a dit ce qu'il croyait juste, et s'est même porté volontaire pour nous accompagner. Ça évitera que le drapeau soit peint à l'envers, a-t-il lâché sans sourire. En janvier 1974, lorsque Samuel Akounis est entré dans ma vie, nous avions déjà 2 Chiliens dans nos rangs. Ils appartenaient au mouvement de la gauche révolutionnaire. Ils avaient quitté Santiago quelques jours après le coup d'État. Après 1 mois à Londres, ils avaient choisi la France pour sa langue et Paris pour sa commune. Ils y vivaient en clandestin. Le grec, lui, est arrivé comme ça. Passé d'Athènes à l'amphi 34B de la faculté de Jussieu pour témoigner de la dictature des colonels. La salle était comble. J'étais au premier rang, assis sur les marches, jambes droites tendues. J'ai frissonné. Un résistant nous faisait face. Je m'appelle Samuel Akounis et je vous apporte aujourd'hui le salut des étudiants de l'école polytechnique qui ont bravé les chars de la dictature. Et pas celui des étudiantes, a coupé une voix dans la salle. Silence dans l'assemblée. Quelques femmes ont applaudi la remarque. Le grec, lui, a souri. Il était amusé. Il a regardé la jeune fille debout dans la travée. Elle s'appelait Aurore. Je pensais que cela allait de soi, mademoiselle,
Mais dans votre pays, cela n'a pas l'air d'être le cas. » Il parlait un français magnifique, comme une langue apprise en secret. Il a bu le verre d'eau posé sur la table, observant la foule silencieuse. Assis à côté de lui, un homme l'a invité à continuer. Ce n'était ni l'un de nos camarades, ni un professeur. Il était entré dans la salle avec le grec. Je connaissais son visage. « Je m'appelle donc Samuel Akounis, et je vous apporte aujourd'hui le salut des étudiantes et des étudiants de l'école polytechnique qui ont bravé les chars de la dictature. Mot qui mériterait d'être masculin. » Applaudissements, rires. Aurore elle-même a levé la main pour dire qu'elle se rendait. Et puis, Samuel a raconté, sans effet, sans émotion, un récit précis et sombre. Le 14 novembre 1973, les syndicats étudiants de l'école polytechnique votent la grève des cours. Des centaines d'autres convergent de toutes les écoles en appelant à la chute de la dictature. Dans la nuit, ils sont des milliers, rassemblés autour du bâtiment. Le lendemain, les habitants viennent en renfort, jeunes, vieux, familles avec enfants. Polytechnique est occupée, les grilles cadenassées par les élèves. Mise en place d'un service d'ordre, distribution des tâches, ravitaillement, couchage, filtrage des entrées. Une infirmerie est installée, une radio libre bricolée qui émet dans toute la ville. Des barricades sont érigées sur les avenues. Voici venir les comités de paysans, les ouvriers, les simples gens lassés des colonels. Voilà Nikos Xylouris, l'artiste crétois, qui chante au milieu des grévistes. Ils sont entrés dans la ville, les ennemis. Le grec parlait. L'amphithéâtre se taisait. Nous n'étions pas habitués à cette économie de mots et de gestes. Il racontait comment on se confie, reprenant sa respiration comme au sortir de l'eau. J'ai pensé à de l'asthme, et donc à Guevara. Il n'attendait de nous ni félicitations ni compassion pour ce qui allait suivre. Cette fin que nous savions par cœur, de l'avoir tant lue dans des journaux qui n'y comprenaient rien. Cet héroïsme que nous avions partagé de toute notre colère, la beauté pathétique des mains nues face aux canons blindés. Combien d'entre nous s'étaient vus enchaînés aux grilles de l'école, tenant tête à la mort? J'étais de ceux-là. Je me suis imaginé sur le char, jetant une grenade par sa tourelle ouverte, puis ovationné par une foule point tendue. Je refaisais le geste héroïque dans ma tête. Parfois je brandissais un drapeau grec, d'autres fois une bannière rouge. Après quelques bières portées par les violons de Mikis Theodorakis, je m'étais sacrifié sous une chenille hurlante. Pendant le film Z, j'avais sauvé Grigoris Lambrakis en portant Yves Montand sur mon dos. J'étais là, face au grec, l'écoutant violemment. J'avais honte de mes images secrètes. Juste avant le sommeil, j'affrontais l'histoire à poings nus, et c'était ridicule. En 1967, contre la guerre du Vietnam, je brûlais mon livret militaire à Central Park. En 1969, je protégeais les ghettos catholiques de Belfast. En 1971, j'épousais Angela Davis après l'avoir délivrée. En 1973, je sauvais les insurgés grecs. En 1974, je baissais les yeux devant un partisan. Je m'étais rêvé en héros. Je n'osais plus croiser le regard de Samuel Akounis. Il racontait la nuit du drame, samedi 17 novembre. Après 56 heures d'occupation, plus de 20 chars prennent position autour de l'école. À l'intérieur, ils sont plus de 5000 et 10 000 dans les rues alentours. « N'ayez pas peur des blindés », répète en boucle la radio rebelle. Les étudiants tentent de négocier une sortie honorable. Ils demandent une demi-heure pour libérer les lieux. Mais un tank M40 enfonce la grille comme un bélier à la lueur des projecteurs de guerre. Il écrase le portail de fer où les étudiants sont agglutinés et personne pour sauter sur la tourelle. Pas de grenade, pas de rêve, pas de petit Mao français avec son pied de table. Rien que la déroute. J'étais à califourchon sur le portail quand le char l'a enfoncé. Nous sommes tombés les uns sur les autres. Les policiers tiraient des lacrymogènes.
d'autres nous visaient au fusil. Des gens sont morts un peu partout dans la ville, 30, 40 peut-être. Il y a eu des centaines de blessés. Beaucoup ont refusé d'aller dans les hôpitaux pour ne pas être arrêtés. Le Grec a bu un autre verre d'eau. J'ai été blessé par une broche de la grille, entrée comme une flèche dans ma cuisse. Je suis revenu chez moi en boitant, j'ai mis quelques affaires dans un sac, et je suis allé me réfugier chez des amis à Salonique. J'étais connu comme opposant. Le lendemain, la police est venue me prendre, mais c'était trop tard. J'avais mis 1 an à obtenir un passeport de touriste et un visa valable pour l'Europe. Une semaine après, j'étais en Italie. Et aujourd'hui, ici, parmi vous, qui nous avez soutenus. Je le sais, et vous en remercie. J'ai toussé ma gêne. Les autres ont applaudi. Tout en haut de l'amphithéâtre, un garçon a sorti un drapeau grec de son sac et l'a agité à la manière d'un mouchoir de bienvenue sur un quai d'arrivée. Samuel Akounnis vous a peu parlé de lui, alors moi je vais le faire, a lancé l'homme assis à son côté, par égard pour l'honneur qu'il nous fait d'être aujourd'hui des nôtres. Le Grec a eu l'air ennuyé, mais l'autre a continué. En quelques phrases de lui, articulées avec soin, je me suis souvenu. Sa voix surtout, un timbre brumeux entre souffle et confidence. C'était un acteur, un comédien de fond de scène. Je l'avais vu l'automne dernier, costumé par Jacques Marillier dans Le Malade imaginaire. Mais ici, au milieu de nous, à cause de son veston, son jean, sa chemise ouverte et sa peau sans fard, je ne l'avais pas reconnu. L'homme qui est devant vous s'est opposé au régime de Papadopoulos dès le 22 avril 1967, au lendemain du coup d'État, a commencé l'acteur. C'était un samedi, et j'étais à Athènes. Contrairement au Grec, lui déclamait, prenait la pose, osait des mines. Son texte était grave, son public captif. Je trouvais l'intrus encombrant, mais l'amphithéâtre lui offrait une tension magnifique. Alors je me suis concentré sur Akounnis, n'écoutant de l'autre que les mots. La loi martiale avait été décrétée. Les chars et les soldats avaient pris position partout dans la ville, encerclant les édifices publics. Il n'y avait pas de journaux, plus de téléphones, aucune radio à part celle des forces armées. Les banques étaient fermées, comme les restaurants, les musées. Au carrefour, plus de feux tricolores, plus de bus, de taxis, seulement les ambulances et les jeeps. Toute la ville allait à pied et au ralenti. Les soldats prévenaient qu'ils tireraient à vue après le coucher du soleil. Le Grec a rempli son verre d'eau et l'a glissé devant l'acteur. Le soir même, j'avais réservé une place pour Ubu Roi, mise en scène en français par Samuel Akounnis. J'ai été saisi. Mise en scène, metteur en scène. Le Grec venait comme moi du théâtre. Mon genou cognait. Je me suis levé. La position assise ne me convenait plus. Je me suis adossé debout contre le mur, épaule contre épaule avec mes camarades. Metteur en scène, bien sûr. Évidemment. Cette façon d'ordonner ses gestes, ses mots, cette élégance lui permettant d'occuper l'espace en nous laissant dans la lumière. J'étais le cœur battant. Une allure, une démarche, un regard. Grec, résistant, artiste. Cela faisait beaucoup pour un seul homme. J'étais persuadé que le théâtre du Rebetiko serait fermé comme les autres. Mais j'ai décidé de vérifier. Je n'ai eu aucun courage, il était en face de mon hôtel. Les lumières de la façade étaient éteintes, les affiches enlevées, mais un jeune homme gardait la porte entr'ouverte et faisait entrer ceux qui s'y risquaient. C'était Samuel Akounnis. Il a refermé les grilles derrière moi. Dans le théâtre, nous étions seulement une trentaine, et 2 acteurs manquaient à l'appel. La reine Rosemonde et le capitaine Bordure. L'acteur a bu son verre. Le Grec ne savait où poser les yeux.
C'était un spectacle étrange, mêlant des comédiens et des marionnettes blanches. Mais ce soir-là, la troupe a improvisé. Ce qui se jouait sur scène répondait au théâtre de la rue. Et puis l'acteur s'est levé face à la foule. Il a pris la pose, sautant d'une place à l'autre, imitant tour à tour les personnages principaux, malgré la pantomime. Aucun rire dans la salle. Les visages étaient tendus. Père Ubu. Merdre. Mère Ubu. Oh, voilà du joli, Gyorios. Vous êtes un grand voyou. Père Ubu. Que ne vous assomme-je, Mère Ubu? Mère Ubu. Ce n'est pas moi, Gyorios, c'est un autre qu'il faudrait assassiner. L'acteur s'est tu, poignard imaginaire levé, avant de s'asseoir. Vous l'avez compris, Samuel Akounis avait demandé à ses acteurs de remplacer Père Ubu par Gyorios, prénom du chef militaire de la junte. L'acteur s'est tourné vers le grec. Parmi les spectateurs, il y avait un mouchard, ou quelqu'un qui n'avait pas supporté l'offense faite à Jarry. 2 jours plus tard, notre ami ici présent était arrêté et interrogé par l'Asphalia, dans les locaux de la sûreté. Il a eu les ongles arrachés, le torse brûlé aux cigarettes, les plantes de pied lacérées par des tuyaux de plomb. Et ses tortionnaires l'ont étouffé au gaz, un aérosol au chlore enfoncé dans la bouche. Il s'est tu, a observé son effet comme un avocat capture les jurés. Ce n'était pas de l'asthme. Il n'a jamais été jugé ou emprisonné, mais déporté au camp d'Oropos pendant 1 an, et avec des centaines d'autres, dont Mikis Theodorakis. Bouffé de chaleur, j'ai baissé la tête. Après avoir été relâché, il a été placé sous surveillance, mais n'a jamais voulu quitter le pays. Ce n'est qu'après l'occupation de l'école polytechnique, où il avait donné une représentation sauvage de l'Antigone d'Anouilh, que Samuel Akounis s'est résigné à l'exil. Et puis l'acteur s'est levé une dernière fois. Cet instant a dû être l'un de ses plus beaux rôles. Il s'est tourné vers le grec, s'est incliné, puis l'a applaudi. J'ai applaudi avec lui. Avant les autres, avant l'amphithéâtre entier, debout, fracassant le silence aux mâchoires serrées. C'est alors que je me suis frayé un passage. Je suis allé vers le bureau. Aurore descendait aussi, son sac en bandoulière. Le grec n'avait pas bougé. Il regardait ses mains quand j'ai tendu la mienne. Je m'appelle Georges, je suis metteur en scène. Moi c'est Aurore, j'essaye de faire du théâtre. Il s'est levé, vaguement surpris, nous a souri. Je n'ai pas aimé cette fille. Après son coup de griffe, elle venait au pardon, des regrets plein les yeux. Sa présence abîmait notre intimité. Moi aussi j'ai été blessé à la jambe. Le grec m'est revenu. L'année dernière, par les fascistes. Il a hoché la tête. Je ne sais pas pourquoi je lui ai raconté ça. Brutalement, après tout ce que cet homme venait de nous dire. J'ai eu honte de moi. J'ai encore baissé les yeux. Mon genou a claqué. J'ai rectifié ma position. Il avait gardé ma main dans la sienne. « C'est un honneur », a murmuré Samuel Akounis. Il avait 34 ans, Aurore 22 et j'en avais 24. Il serait comme mon frère, et elle allait devenir ma femme. Chapitre 3. Aloïs Brunner.
Le 23 juillet 1974, Sam m'a emmené boire un verre boulevard de Sébastopol. Moi seul, pas notre petite troupe. Il était venu me chercher au collège après mes heures de garde. Nous nous étions devinés comme animaux contraires. Lui la gaieté, moi le chagrin. Lui le cœur en printemps, moi la gueule en automne. J'ai trop souffert pour être malheureux, me disait-il souvent. Puis il me regardait en souriant. Mais toi, tu peux encore te le permettre. Depuis, nous nous partagions le monde en plaisantant. À moi le sombre, à lui le lumineux. À ses traits d'esprit répondait mon humour malhabile. Nos échanges reposaient sur ce simple mode, et nous n'étions encore jamais allés au-delà. Pas d'intime entre nous. Pudeur de ma part, respect aussi. Chaque fois que nous marchions, je faisais pesamment cortège à un homme torturé. « Tu es plus torturé que moi », a-t-il lancé un jour que je doutais de tout. Mais ce soir-là, en terrasse, j'avais presque le cœur léger. Depuis le matin, la radio ne parlait plus que de la Grèce. Après le coup d'État à Chypre, voilà que les colonels rendaient le pouvoir aux civils. Fin de la dictature. 7 ans de malheur gommés d'un coup. Je l'avais dit aux élèves pendant la récréation, avec la voix du professeur rendant d'excellentes copies. Lorsque Sam est passé au local de Jussieu, ce matin de juillet, les filles l'ont embrassé en le félicitant, et les garçons lui demandaient quand il repartait. « Un jour, certainement », a répondu le Grec. Depuis longtemps, j'avais compris qu'il nous rendait visite par courtoisie. S'il assistait à quelques réunions, s'il levait mollement le drapeau rouge, s'il manifestait parfois dans nos rangs, ce n'était pas par conviction, mais pour nous remercier de l'avoir soutenu. Et d'ailleurs, que restait-il de nous? Nos chefs avaient dissous le mouvement. La cause du peuple avait cessé de paraître 9 mois auparavant. Depuis, les copains se perdaient dans la vie. Un camarade s'était pendu, un autre s'était tiré une balle dans la bouche. Redevenu voyou, Michel avait été tué par une patronne de bistrot. Grand Jacques, ouvrier chez Renault, était retourné à sa chaîne. Ceux qui tenaient bon militaient encore, mais les cœurs étaient lourds. Les nouveaux partisans, redevenus enfants, désertaient un à un le front pour l'arrière banal. Le local semblait une salle de bal à l'aube, avec nos tracts épars en cotillon fané. Nous avions eu du mal à taire nos chants de bataille. Je pensais aux soldats blessés par le clairon de paix, au terne des choses revenues, au normal, au silence. Après avoir épuisé nos certitudes, nous étions orphelins d'idéologie, et je savais que les lendemains chanteraient sans nous. C'est pour cela que je tenais à Sam. Il était mon reste d'évidence. Ni slogan, ni passage d'un livre, ni mot d'ordre peint sur un mur de la ville, Samuel Akounnis incarnait notre combat. Son arrivée parmi nous, même tardive, même timide, m'avait redonné du courage. Il était ma résistance et notre dignité. Dignité, le plus beau mot de la langue française, souriait Sam. Assis en terrasse de ce boulevard triste, je regardais passer les autres. Sam m'avait commandé une bière, je buvais un verre de vin blanc. J'attendais. S'il m'avait proposé de l'accompagner, c'est qu'il avait des choses à me dire. Jamais auparavant nous ne nous étions retrouvés seuls. Il me taquinait en public, et j'essayais de répliquer. « Tu es heureux ?» J'avais dit ça pour rompre le silence. Il a hoché la tête, les lèvres dans la mousse et les yeux brillants. « Il y a 2 hommes qui font mon bonheur aujourd'hui. » Je me suis rapproché, j'adorais le temps des confidences. D'abord, Karamanlis. Il va rentrer chez nous, c'est sûr. Il va former un gouvernement, abolir la royauté et toutes ces vieilleries. Sam m'a observé par-dessus son verre. « Tu te rends compte, Konstantinos,
mon ami Premier ministre. J'ai hoché la tête en riant. Non, je ne me rendais pas compte. Je ne savais même pas que Karamanlis avait des copains grecs en France. Sam a ouvert une vieille sacoche Olympic Airlines frappée des anneaux colorés. Ce pauvre sac en plastique était l'une des seules choses qui restaient du pays. Il a sorti un journal plié et l'a ouvert en grand. Et mon deuxième bonheur s'appelle Eddy Merckx. J'ai été stupéfait. Je n'avais lu que La cause du peuple pendant des années. Je m'étais résigné à Libération et Sam lisait L'Équipe. Il a posé le journal sur la table, balayant nos verres et toute la graisse avec. 8 étapes gagnées, tu te rends compte? Il a enlevé le prologue et arraché la 22e. Je ne me rendais pas compte. Non, toujours pas. Le Tour de France s'était terminé 2 jours plus tôt. Le Belge l'avait emporté pour la 5e fois, et alors? Et quoi? Pour moi, ce 21 juillet, la garde nationale chypriote avait défendu la ville de Kyrenia des assauts turcs. Et les fantoches sud-vietnamiens venaient de lancer une grande offensive contre les communistes de Tay Ninh. J'étais mal à l'aise. Il parlait fort, riait, perdait son français. Il disait que la vie c'était ça aussi, un homme sur un vélo qui bouffe des kilomètres en hurlant de douleur. Il disait que le sport c'était une autre façon de résister. À soi-même, aux difficultés, aux intempéries, à cette mélancolie qui m'allait si bien. Tu m'écoutes, Georges? J'ai sursauté. J'étais un peu déçu, réfugié ailleurs. Cet instant magique entre lui et moi, le combattant grec et le militant internationaliste, tout cela devenait caravane du Tour avec klaxon, réclame de lessive et mirliton de supporters. Y a-t-il eu des cyclistes grecs? Sam a ri de mon effort. Je crois qu'il me lisait à cœur ouvert. Il y a eu un trophée des antiquités, une sorte de Tour de Grèce. Mais le maillot du vainqueur était bleu. Je ne comprends pas de sport, je ne suis pas nationaliste, j'ai dit. Ma phrase avait été mâchée, lâchée au dépourvu. Sam s'est arrêté, verre levé, sans me quitter des yeux. L'antinationalisme, c'est le luxe de l'homme qui a une nation. Il était sombre, gestes empesés et voile dans le regard. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Parle-moi de tes parents, Georges. J'ai sursauté. Je lui ai dit peu de choses pour ne pas trahir l'orphelin. Ma mère morte lorsque j'étais enfant, puis mon père, tout encombré de moi, traînant sa vie jusqu'au tombeau. Sam a laissé mon silence lui murmurer le reste. Personne ne pourrait rapiécer l'écolier qui cueille une fleur pour dire adieu à sa mère. Et moi, sais-tu qui je suis et d'où je viens? J'ai eu un geste d'évidence. Samuel Akounis, partisan grec. Je suis né à Salonique le 4 janvier 1940, de Yeshua Akounis et Rachel Aelion. Mon grand frère s'appelait Peppo et ma sœur Reina. Je le regardais sans comprendre, ou plutôt si. Ma peau était en alerte. Je frissonnais d'apprendre. Samuel Akounis était juif. Les ancêtres de mon père venaient de Majorque, en Espagne. Ceux de ma mère du Portugal. Les siècles ont effacé leur mémoire et leur nom. Je sais qu'ils travaillaient la laine pour l'Empire ottoman. Mon père était communiste, ma mère était sioniste. Il était boulanger, elle élevait ses enfants. Nous vivions dans le quartier Hirsch, près de la gare. Quand les Italiens ont envahi notre pays en octobre 40, Yeshua Akounis s'est engagé dans l'armée grecque. Il a été blessé au ventre. Il nous a crus grecs à tout jamais, mais il était le seul. Sam s'est levé, laissant son verre plein. J'ai été surpris par ce geste.
Il a posé quelques pièces sur la table pour sa bière et mon vin, puis il m'a invité à le suivre. Alors j'ai repoussé ma chaise. Il ne s'en allait pas, ne me laissait pas là. Il devait se mettre en route. Comme si tout cela ne pouvait être raconté assis, un verre à la main. Il regardait devant lui la foule légère, le jour à terre, les arbres qui murmuraient l'été. Mes parents n'avaient pas de nation, ils avaient une étoile. Je me suis excusé. Il a souri. Tu t'excuses de quoi? À l'arrivée des Allemands, Samuel a été confié à Allegra, sa tante. Elle a emmené l'enfant à Corfou, en zone italienne, où ils se sont cachés toute la guerre, protégés par les oliviers d'une famille d'ouvriers agricoles. Yeshua, Rachel, Peppo et Reina sont partis pour Birkenau, par le convoi du 15 mars 1943. Sam s'est arrêté. Sais-tu combien de Juifs de Salonique sont morts dans les camps? J'ai secoué la tête. Il a repris sa marche lente sur le boulevard parisien. Près de 55 000. C'est Brunner qui a planifié la Shoah des Séfarades. Il m'a donné un coup de coude. Alois Brunner, tu te souviens? Il a contemplé mon regard désolé. Il a ri. Il a dit que j'avais un papillon dans la tête et un cœur de trop. Quelques jours plus tard, nous avons parlé théâtre pour la première fois. Sam était invité au festival de Vaison-la-Romaine, où se jouait l'Antigone d'Anouilh, mise en scène par Gérard Dournel. Liliane Sorval jouait la fille d'Oedipe, roi de Thèbes, et son oncle Créon était interprété par Jean-Roger Cossimon. Représentation en MJC, général UP ou débat confidentiel, l'ami grec ne refusait aucune sollicitation. Il était l'emblème du théâtre empêché. Bientôt je me remettrai au travail, mais je ne suis pas encore prêt. Je regarde, j'apprends, j'écoute. Je rattrape les jours volés. C'était la deuxième fois qu'il me parlait d'Antigone. Il l'avait jouée à l'école polytechnique d'Athènes avant l'arrivée des chars. Maintenant, il partait la retrouver dans le sud de la France. De son sac, il a sorti une Antigone éditée à la Table Ronde en 1945 avec les lithographies Terre d'ombre et noire de Jeanne Pêcheur. Il l'a agitée comme un poing levé. J'ai souffert avec la petite maigre, et elle a combattu à mes côtés. Nous étions place du Palais Royal pour une autre bière en trottoir. La petite maigre? Sam s'est raidi. Sa façon de froncer les sourcils. Toujours, il plissait les paupières comme s'il réfléchissait intensément. Tu ne te souviens pas de l'entrée en scène du prologue? Voilà, ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Sa voix de théâtre avait une autre voix. Elle chuchotait la soie des mots. Lorsque le rideau se lève, les acteurs sont en scène, occupés à ne pas nous voir, protégés par le 4e mur. Le 4e mur? J'avais déjà entendu cette expression sans en connaître le sens. Le 4e mur, c'est ce qui empêche le comédien de baiser avec le public, a répondu Samuel Akounis. Une façade imaginaire que les acteurs construisent en bord de scène pour renforcer l'illusion. Une muraille qui protège leur personnage. Pour certains, un remède contre le trac. Pour d'autres, la frontière du réel, une clôture invisible qu'ils brisent parfois d'une réplique s'adressant à la salle. Souviens-toi des premières secondes. Tous les acteurs sont présents, aucun n'est en coulisses. Il n'y a pas d'arrière-scène, pas d'entrée fracassante, de sortie applaudie, pas de claquement de porte, juste un cercle de lumière où entre celui qui parle, et l'obscurité qui recueille celui qui vient de parler. Le décor? Une volée de marches, un drapé de rideaux, une colonne antique. C'est le dépouillement, la beauté pure.
son regard, toujours. Ne me dis pas que tu as oublié Antigone. J'ai gagné du temps, les lèvres dans le vin. Je l'ai lu comme Boris Vian, un bagage adolescent. En première, j'ai même planché sur une conversation imaginaire entre Voltaire et elle. Voltaire? Candide, l'optimisme envers l'homme, je me souviens plus. Et Antigone, le pessimisme? Sam a ri, pas méchamment. Il ne blessait jamais celui qui venait de parler. Demain, j'irai acheter Antigone chez Maspero. Je veux que tu le relises. Celui d'Anouilh? Sam a haussé les épaules. Oui, Anouilh. Bien sûr, Anouilh. Évidemment, Anouilh. Et Sophocle? Le grec a balayé ce nom. Il disait l'Antigone de Sophocle réduite au devoir fraternel et prisonnière des dieux. Sa colère est soumise au divin, alors que la petite maigre te ressemble. Me ressemble? En 24 siècles, elle est passée d'un chœur rituel offert à Dionysos à une histoire moderne, du religieux au politique et du tragique à la tragédie absolue. Quel rapport avec moi? Une héroïne du non qui défend sa liberté propre? Devine. J'ai rendu son sourire à Sam. D'accord pour Anouilh. Merci de me l'offrir. Je lirai. J'ai promis ça comme on donne l'heure à un passant pressé. Je n'imaginais pas l'importance du cadeau que Samuel Akounis venait de me faire. Lui non plus ne devinait pas que cette terrasse de juillet changerait sa vie et la mienne. Pour l'instant, il sentait que je n'écoutais pas. Ma promesse molle, mon corps distant tourné vers le serveur, à l'affût d'un peu de vin en plus. Mais il ne m'en a pas voulu. Le lendemain, Sam m'a offert le livre. Nous avions rendez-vous au local des Mao. Profitant des vacances, des ouvriers changeaient les serrures des salles de cours. Les appariteurs surveillaient leur travail. 2 d'entre eux sont entrés dans la pièce que nous occupions illégalement à Jussieu depuis 2 ans. « Je peux vous aider ?» a demandé Sam. L'un des huissiers avait mis des gants. Nous l'appelions Moustache, un Corse, toujours au premier rang lorsqu'il y avait de la casse à la fac. 2 fois, il m'avait fait violemment face. Il savait que je venais de la Sorbonne, que je n'avais rien à faire chez lui. Lorsqu'il a appris que je voulais devenir enseignant, il a eu pitié de mes futurs élèves. Il n'était pas du genre à déposer plainte ou à dénoncer un militant. Il se battait à la loyale, tapait fort, encaissait. Des copains juraient qu'il avait connu la prison, seul endroit où l'ensanglanté répond qu'il s'est cogné à une porte. Pour ça, je le respectais. Les huissiers n'étaient jamais entrés dans notre local. Mais ce jour-là, avec Aurore et Sam, nous n'étions que 3. Moustache a fait un pas vers le seuil. « Je vous ai posé une question », a répété le grec. « On leur demande leur carte d'étudiant ?» a souri l'appariteur. L'autre a eu un geste las. Je me suis avancé, poing fermé. « Foutez le camp !» Les 2 molosses ont mimé la surprise. 3 contre 2, qu'est-ce qu'on va dérouiller? Moustache a posé une main sur l'épaule de son collègue. Allez, on se sauve avant qu'ils nous massacrent. Et ils sont sortis dans le couloir en riant. Sam et moi n'avions pas besoin de parler. Il y a quelques années, nous étions des centaines à occuper la fac, chez nous, partout, des sous-sols aux terrasses. Quand la police entrait, les bâtiments devenaient une ville que nous défendions rue par rue. Une table de cours, c'était 4 barres de fer. Les dossiers de chaises frappaient leurs boucliers. Partout, dans les combles, des bouteilles incendiaires attendaient de protéger notre retraite. Mais cet été-là sonnait la débâcle. Sans violence, ni cri. Nous avions peu à peu déserté la place forte. Et voilà qu'ils changeaient les serrures des portes. Lorsque nous avons quitté le local, j'ai jeté un dernier regard à la salle au néon grillé. En 1972, j'avais écrit « Ne renoncez jamais » en rouge
à gauche de la fenêtre. Aurore a fermé la porte à clé. D'un coup de pied, je l'ai brisée, à l'intérieur de la serrure. Et j'ai gardé l'anneau cassé. Il y a d'autres théâtres que celui-ci, m'a dit Sam sur le parvis. Il m'a offert Antigone. J'ai accepté le livre comme une lettre d'adieu. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, clique sur le lien dans la description de la vidéo. Tu pourras choisir le livre Harry Potter que tu veux et l'écouter sans frais grâce à l'essai gratuit de 30 jours d'Audible.